Sun Business, les dirigeants et les entrepreneurs du territoire ont la parole. Clément Lessort. Voilà, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Sun Business. Vous savez, c'est la chronique qui donne la parole aux décideurs et aux dirigeants du territoire que je reçois chaque semaine dans cette émission. Jérôme Guilbert, bonjour. Oui, bonjour Clément. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes président de GB Investissement, c'est 11 établissements, bars, restaurants et boîtes de nuit à Nantes, le Prohibition, le Colors, le New Factory, l'Elephant Club, le Papa Tango ou encore le Maria. Ça parlera sans doute à celles et ceux qui nous écoutent. Jérôme Guilbert, à première vue, on a le sentiment que les cafés, les restaurants sont toujours pleins en centre-ville et en proche périphérie. Quel est l'état du marché de la restauration et du monde de la nuit? Est-ce que c'est un business qui ne connaît pas la crise? Alors oui, le marché sur Nantes, de par sa croissance démographique et puis une évolution sociale des gens qui ont besoin de sortir beaucoup plus avec une population consommatrice qui rajeunit, fait que sur une ville comme Nantes, on est sur un marché qui évolue, qui progresse. Alors attention, il y a des bémols malgré tout chez certains de mes confrères qui ont peut-être des difficultés sur des emplacements moins stratégiques que ceux qu'on peut avoir. Donc il y a malgré ce marché qui est en pleine évolution sur l'agglomération nantaise, il faut rester vigilant sur la notion d'emplacement qui reste nécessaire. Dans cette tendance, il faut faire la distinction entre les restaurants et les établissements de nuit. Alors évidemment, c'est pas du tout ni le même marché, ni le même métier. Le loisir, d'ailleurs, on n'appelle plus ça, nous, des discothèques. On appelle plus ça des loisirs du soir et de la nuit, avec un marché qui est adapté, enfin en tout cas une offre qui est adaptée à ce marché. Un marché qui est fort chez les 20-25 et qui nécessite aussi une attente des 30-40. Une attente qu'on n'a pas aujourd'hui. Et puis le marché de la restauration nous permet de toucher quand même un public beaucoup plus large, des étudiants jusqu'aux personnes âgées. Donc on n'est vraiment pas du tout dans la même approche de contexte économique et puis de réponse d'offre à la demande. Alors contexte économique et contexte social en fonction de la tranche d'âge que vous venez d'évoquer et de l'évolution des comportements. Comment vous avez observé justement ces changements et quelles solutions, quelles réponses, en fonction des concepts que vous développez aujourd'hui, vous apportez à ces publics? Alors, chez les publics un peu plus jeunes, donc on va parler des gens qui sortent du lycée, donc de la maturité jusqu'aux jeunes actifs. On va sans que ce soit une règle absolue, hein, évidemment, en tranche d'âge. Donc là, on a un public qui est 18-25 ans, avec des attentes de liberté, mais malgré tout, l'aide de l'évolution du sport au travers des marques comme CrossFit et des salles de sport nous permettent quand même de contrebalancer une mode qui était, il y a encore quelques temps, compliquée à gérer avec le binge drinking et autres coutumes nouvelles issues des réseaux sociaux. Là, on arrive à avoir un public qui maintenant, sur le loisir du soir et de la nuit, demande plutôt un service et réserve même des tables dans les clubs et les discothèques ou les bars. Ça a changé avec ce que vous aviez connu justement il y a 20 ans que vous avez commencé vos activités et le lancement de vos établissements. Les comportements ont réellement changé? Alors il y a eu deux phases. Il y a 20 ans, on était plus sur du diffus, on sort prendre un verre, jeune ou moins jeune d'ailleurs, hein, on sort prendre un verre un peu sans règles particulières, sans rythme particulier. Ensuite, on a eu toute une phase un peu difficile à gérer. Donc c'est cette fameuse hyper-alcoolisation rapide. Alors on est encore aujourd'hui, hein, chez les jeunes, et même les moins jeunes d'ailleurs, hein, sur un besoin de s'alcooliser, mais pas la notion de temps est un peu maintenant décalée. C'est-à-dire que aujourd'hui, nous avons des consommateurs qui souhaitent passer une soirée, un moment, avec la décontraction que permet la consommation d'alcool. Donc on est sorti, a priori, hein, il y a encore les services de santé publique pourraient me contredire là-dessus en disant qu'il y a encore des événements sur les parkings, des événements malheureux dans les coffres des voitures, mais j'ai l'impression, en tout cas c'est un sentiment, qu'on sort de cette période
cette période pour aller plus sur l'achat de moments de soirée et voilà. Bon, vous parlez d'expérience client, Jérôme Guilbert. Vous êtes très attentif justement à ce que vivent vos clients dans vos différents établissements, avec des orientations, en tout cas des définitions et des couleurs différentes. Qu'est-ce que ça veut dire expérience client dans vos établissements? Alors l'expérience client, c'est une notion, je ne sais pas trop d'où elle vient d'ailleurs cette notion-là, mais enfin qui est assez complexe, hein, qui intègre toute la notion de marketing avec le mix produit. Il y a un prix produit packaging, mais également la déco. Donc ça fait partie du packaging, mais les notions de senteur dans les établissements. L'identité olfactive, voilà. Je cherchais mes mots. Enfin, ça intègre un certain nombre de notions très complexes qui fait que le consommateur, que ça soit dans des établissements de restauration ou de bar ou d'ailleurs dans des marchands de vêtements, aux galeries, etc., vont avoir cette notion de bien-être qui est pas décelable, enfin, mais il y a ce sentiment dont je suis bien, j'ai passé un bon moment. Et l'expérience client, c'est ça, c'est comment vendre non pas un verre, un filet de poisson, une entrecôte, mais comment vendre au mieux un moment en fonction des attentes des clients. Bon, vous travaillez sur l'ensemble de ces dimensions et notamment sur celle du service en salle. Est-ce qu'on est en train de rattraper le retard que nous avions par rapport à nos voisins anglo-saxons sur la qualité de service, dont on se plaint encore trop souvent, semble-t-il, cette qualité de service? Alors pas dans vos établissements en particulier, mais de manière générale en France. Alors, le modèle anglo-saxon est basé sur une rémunération... Le type. Le type. Donc, effectivement, c'est plus facile quand le salarié, le serveur, chef de rang, barman, est rémunéré directement par le client, puisqu'il y a une notion de service direct. Nous essayons d'inventer ou de s'adapter à de nouveaux modèles de rémunération, mais la politique en droit du travail nous limite énormément là-dessus et c'est bien dommage. Est-ce que la formation peut changer les choses selon vous? Est-ce que c'est en train de changer cette situation? Est-ce qu'on arrive à professionnaliser justement ces métiers du service? Si tant est qu'on ait des candidats. Difficile à trouver? Si tant est qu'on ait des candidats pour venir travailler dans nos secteurs. Le problème de notre secteur, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, les salariés... quels qu'ils soient, mais en particulier dans nos métiers, veulent de la reconnaissance, de la rémunération, et puis de la liberté. Aujourd'hui, nous avons des heures de travail un peu compliquées. On travaille le week-end, on travaille le soir, le midi, l'après-midi. Bon, l'après-midi, c'est plus simple, mais pardon. Mais nous sommes quand même sur des périodes de travail difficiles à adapter, et tant qu'on n'arrivera pas à trouver une solution qui nous permette de rémunérer au mieux, en tout cas au plus proche du travail fourni, donc soit du chiffre d'affaires, soit de la fréquentation, nos équipes, et également de l'apporter des plannings le plus adaptés possible à leur vie, à leurs envies. C'est possible de les aménager justement. Vous n'allez pas compresser les horaires, vous n'allez pas changer de toute façon les horaires du monde de la nuit, mais comment est-ce que vous faites pour attirer et fidéliser les talents dans vos établissements aujourd'hui et vos collaborateurs? Attirer, déjà, on essaie de trouver des emplacements qui nécessitent pas de transport individuel, parce qu'aujourd'hui, on le voit, hein, notamment chez les jeunes passent de moins en moins le permis, ou en tout cas n'ont pas les moyens ou pas l'envie de mettre un budget sur un véhicule, donc en achetant un véhicule. Donc on essaie de trouver des emplacements très bien desservis par les transports collectifs, ou alors à pied, en trottinette ou en vélo électrique, qui nous aide beaucoup d'ailleurs. Et à côté de ça, on essaye, lorsqu'on recrute quelqu'un, de définir les contraintes de planning, les contraintes horaires, les envies, et on essaye de plus en plus de faire des plannings tournants sur les week-ends et de s'adapter en fonction des gardes des enfants s'il s'agit de parents célibataires. Bon, alors équilibrer le temps de vie professionnelle et personnelle, on le comprend bien. Pour vos clients, est-ce que la politique d'aménagement du territoire et notamment la piétonisation progressive est désormais répandue peut-être à l'ensemble du territoire urbain, en tout cas de notre ville, arrange vos affaires et vos business? Alors, c'était pas le cas il y a quelques années. On commence à voir, alors moi c'est un avis, hein, je ne suis pas urbaniste ni même membre de Nantes Métropole, mais disons qu'on a subi, nous commerçants, quand même la piétonisation
qui était une transformation en phase de piétonisation. Là, on arrive à un stade avec une piétonisation généralisée et nous sommes sortis de cette phase d'acceptation de nos clients à devoir utiliser leurs pieds ou des trottinettes. En plus, les moyens de transport électriques se sont quand même beaucoup développés. Et aujourd'hui, c'est un phénomène accepté que de venir à pied consommer. Et l'autre point, c'est que de toute façon, on va aller sur la densification des centres-villes. Et donc, il y aura de plus en plus de monde à vivre en centre-ville. Et on le voit bien sur les recherches de certaines personnes qui souhaitent céder leurs biens immobiliers en périphérie pour venir vivre en centre-ville, parce que c'est tellement plus simple de gagner du temps et de marcher pour aller consommer, faire ses courses, tout faire à pied. On gagne de l'argent, du temps, et en plus c'est plutôt écologique. Dans une logique de proximité, vous parlez de la densité et la question de la sécurité, peut-être pour terminer en quelques mots. C'est un vrai sujet selon vous, ou des arguments de campagne électorale dans un contexte d'élection municipale qui approche? Alors, la question de la sécurité et de l'impact sur vos business. Le problème d'insécurité existe. Je travaille jour et nuit, donc je le constate. C'est pour ça que je vous pose la question. Vous êtes en première ligne. Non, mais ça, c'est une vraie réalité. C'est pas des phobies de campagne municipale ou de guerre politique. Là, on est vraiment sur un constat d'insécurité jour et nuit. J'ai quand même une commerciale qui, place Gralin, venez voir notre chef de cuisine il y a 2 jours, à 10h30 du matin, sur la place Gralin. Elle s'est faite fracturer sa voiture et voler. C'est arrivé 2 fois à 2 jours d'intervalle. Donc en fait, et des agressions pareilles. Donc c'est jour et nuit. Il y a de l'insécurité. Donc c'est pas un problème politique, c'est une réalité qu'il faut, quel que soit le décideur demain politique, il faut maintenant l'agir, parce que sinon les délinquants vont s'organiser, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Là, on est sur de la petite délinquance diffuse et désorganisée, sans moyens. Plus on attend, plus ces gens-là vont avoir des moyens. Il va y avoir des chefs qui vont se définir. Donc on va passer sur un système d'organisation riche et organisé, et ce sera beaucoup plus difficile de l'éradiquer. Donc il faut s'en occuper maintenant. Et vous travaillez en concertation avec la municipalité et la préfecture sur ces sujets-là? Vous êtes consulté ou vous travaillez en concertation, oui? Non, pas du tout consulté. Pas du tout consulté. Bon, donc c'est un appel effectivement, et l'occasion de le faire. Merci beaucoup Jérôme Guilbert d'avoir accepté notre invitation. Vous pouvez retrouver cette chronique sur l'application mySun que vous avez forcément téléchargée sur les players de la radio. J'en profite très rapidement pour les quelques secondes qu'il me reste pour vous préciser, vous informer que la semaine prochaine j'aurai le plaisir de recevoir Boris Couillou. Il est fondateur et dirigeant de la SCOP Titi. Floris, vous savez, ce sont les véhicules que vous voyez justement fleurir sur notre territoire. C'est une entreprise de transport routier de personnes qui est basée à Saint-Herblain, mais qui agit sur l'ensemble du Grand Ouest. On aura le plaisir de recevoir la semaine prochaine. Merci beaucoup pour votre fidélité à l'écoute du son unique, bien entendu.